13h à Coloma, bonsoir à tous, je vous donne l'information. À l'enseignement technique, le projet d'amélioration de la formation et de l'insertion dans les secteurs agricoles et miniers multiplie les initiatives. Le projet a procédé à l'installation d'équipements modernes à la formation des apprenants. Nous parlerons aussi de Conakry, ville propre par les citoyens de la capitale. Ils adhèrent au projet d'assainissement des collectivités locales, une initiative du gouvernement. Et enfin, la famille Sori Kandia Kouyaté se retrouve cette année pour célébrer les 47 ans du décès du griot de la Révolution. Comme chaque année, on en parlera aussi dans ce journal. Encore une fois, bonsoir à tous. Je le disais en titre, au ministère de l'Enseignement technique, le PAFISAM, projet d'amélioration de la formation et de l'insertion dans les secteurs agricoles et miniers, multiplie les initiatives pour la modernisation des établissements et l'équipement. Le projet a procédé à l'installation d'équipements modernes, mais avant leur utilisation par les apprenants, les formateurs bénéficient d'une mise à niveau. Voyons tout cela avec Kerno Ousmane Diallo. Avec le développement des grands projets dans le pays, le gouvernement s'active dans l'équipement des centres de formation professionnelle. Grâce au financement de l'Agence française de développement à travers le projet PAFISAM, plusieurs CFP ont été dotés d'équipements modernes pour lier la théorie à la pratique en vue de former des techniciens qualifiés, entre autres dans les filières d'électricité industrielle et d'assemblage métallique. À Matoto et à Fria, des formateurs découvrent le fonctionnement de nouveaux équipements. Particulièrement, moi, c'est la première fois de voir certains équipements. Par exemple, si je prends le poste de soudage Micmac, c'était la première fois de voir. Et nous sommes parvenus à voir les différentes opérations que nous devons effectuer. Le monde évolue aujourd'hui à une vitesse exponentielle. Si l'on ne prend pas des dispositions au niveau local, au niveau des établissements de formation, nous allons former des gens qui ne seront pas être directement absorbés par le monde du travail et de l'emploi. Raison pour laquelle nous avons initié des sessions de formation technique et des formateurs. À Fria, voici à quoi ressemble la salle dédiée aux cours pratiques en électricité. Grâce à l'intervention du projet PAFISAM financé par l'AFD, de nouvelles salles ont été construites et équipées de simulateurs pour préparer les apprenants à travailler dès leur sortie dans les moyennes et grandes unités industrielles modernes. Ici, par exemple, on a installé un automate dans un coffret avec les contacteurs et les fins de course, dans une usine à alumine qui va déplacer un chariot d'un point A à un point B qui doit transporter de la soude caustique. Quand on parle de la soude caustique, c'est un élément qui est très dangereux, donc il ne s'agit pas de la présence humaine. C'est pourquoi ici on a utilisé un automate. Avec les boutons poussoirs, on peut actionner ici, voir la simulation et expliquer le déroulement du chariot. Le renforcement de capacité des formateurs est tellement important que c'est même indispensable dans la mesure où c'est la seule condition qui permet aux formateurs non seulement de mieux former les apprenants, mais d'utiliser à bon escient les équipements qui sont livrés. 11 écoles d'enseignement technique sont couvertes par le projet PAFISAM. Le projet a permis leur rénovation, leur équipement et la formation des formateurs dans diverses filières. Pendant ce temps, Kerno, au ministère de la Sécurité, une plateforme nationale vient d'être dédiée aux entreprises de sécurité privée, un outil qui permettra de centraliser les informations, faciliter les échanges et garantir une transparence des activités du secteur. C'est dans le souci de dématérialiser ces activités que l'Office de régulation des agences de sécurité et de protection civile a créé cette plateforme, comme dit Abdul Karim dans ce reportage. On l'écoute. Le secteur de la sécurité privée connaît de plus en plus des réformes. Désormais, un regard neuf est porté sur la gestion transparente et rigoureuse des activités de sécurité privée. Pour garantir cela, une plateforme de gestion est développée par l'Office de régulation des agences de sécurité et de la protection civile. Il y a beaucoup d'avantages liés à cette application. Il permettra aux entreprises de se créer un compte, faire le suivi de leur activité, déclarer les contrats
et en même temps sur les agents de sécurité, la mobilité surtout. L'initiative s'inscrit dans la dématérialisation des activités, une transformation numérique dans laquelle s'engage l'ORASPC afin de moderniser et structurer le secteur de la sécurité privée. Cette plateforme va permettre d'avoir une liste la plus exacte de toutes les entreprises de sécurité et un contrôle exact sur ces entreprises afin de pouvoir rentabiliser un peu sur les différents contrats que nous allons exécuter avec nos différents prestataires. Vu qu'il y a de la redevance que nous allons aussi mettre en place au niveau de la le service trésor public qui passera également au niveau de l'ORASPC, ça encouragera également notre office de régulation à faire plus dans le futur. Et je demande à tout un chacun et aux autres entrepreneurs d'avoir le courage de venir vers l'ORASPC pour pouvoir améliorer les choses qui vont pas au niveau du secteur privé. Après cette première présentation, il est prévu une réunion technique comme phase pilote afin de tester la plateforme et intégrer le retour des entreprises de sécurité privée. Et puis c'est parti pour la campagne de pêche 2025, une année pleine de défis à relever pour plus de résultats. Une occasion mise à profit par la ministre de la Pêche et de l'économie maritime d'exiger le respect des mesures adoptées à tous les acteurs de la pêche. Une manière de préserver aussi les écosystèmes marins. Alga Semoba, on t'écoute pour les détails. L'année 2024, des campagnes d'évaluation scientifique rigoureuses sont menées par le Centre national des sciences halieutiques de Boussoura pour développer le plan d'aménagement et de gestion des pêcheries maritimes de 2025. Basé sur des données actualisées, ce plan garantit une exploitation rationnelle des ressources halieutiques tout en préservant leur durabilité pour les générations futures. En 2025, nous renforcerons notre approche de zéro tolérance contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, INN. Nous encourageons chaque acteur à respecter strictement la réglementation en vigueur pour garantir une exploitation durable et équitable. La campagne de pêche 2024 qui s'achève ce 31 décembre a marqué une étape décisive dans la gestion durable et responsable des ressources halieutiques. Celle de 2025 s'annonce avec des défis à relever pour plus de résultats. Au nom de son Excellence général Mamadi Doumbouya, président de la République, et de M. Amadou Ouriba, Premier ministre, chef du gouvernement, j'ai l'honneur de déclarer solennellement ouverte la campagne de pêche 2025 ce 1er janvier 2025 à minuit, temps universel. Je vous souhaite à tous une campagne fructueuse et prospère. À travers cette sortie de la ministre de la Pêche et de l'économie maritime, invite est faite à tous les acteurs de la pêche pour le respect des mesures adoptées, notamment l'interdiction des équipements non conformes et le suivi à la loupe des conditions strictes de débarquement et d'exportation des produits halieutiques en vue de la préservation des écosystèmes marins. Autre chose dans ce journal, c'est la détection des talents naissants qui était au cœur d'un concours d'éloquence qui vient de prendre fin à Conakry. Une conception d'une structure de la place pour dénicher des enfants éloquents, le récit avec Sona Sagnou. Les rideaux sont tombés sur la deuxième édition du concours d'éloquence à Conakry. L'impact de l'oralité dans la vie des enfants est vraiment primordial. Parce que quand nous prenons le domaine oratoire, tout enfant a quelque chose en lui qui veut démontrer. Donc, donner une chance à ces enfants de pouvoir exprimer au plus profond d'eux ce qu'ils ressentent est vraiment un plaisir et une force pour les soutenir. Je crois que l'oralité pour moi c'est une partie très importante de tout ce que nous menons, parce que si vous n'arrivez pas à vous exprimer devant la population d'une cible auquel vous voulez vous adresser, ça crée vraiment un fossé. Donc pour moi, l'oralité c'est vraiment quelque chose d'important qu'on doit maîtriser si vraiment nous voulons faire carrière dans n'importe quel domaine de la vie. L'impact des réseaux sociaux est le thème de cette deuxième édition.
une idée qui suscite de l'intérêt auprès des maisons d'édition. On ne peut pas être éloquent si on ne s'est pas exercé à la lecture. Donc le livre joue un aspect prépondérant à l'éloquence. Donc c'est pourquoi il faut en tout cas encourager ces jeunes élèves qui se sont donnés très tôt à la lecture. C'est pourquoi les éditions innovent pour ces événements d'envergure qui cultivent et qui donnent un certain aspect un peu culturel et éducatif à ces enfants. L'âge des nominés varie de 8 à 15 ans. Les oiseaux rares ont bénéficié certains privilèges de la part des organisateurs. Vous l'avez donc compris, c'est un reportage de Sona Sagno et de Mikini Moussa Kamara. Les violences sexuelles, on en parle dans ce journal, un phénomène récurrent ces derniers temps à Conakry. Les cas de viol enregistrés cette année font état de 140. Selon l'OPROGEM, une réalité qui amène le ministère de la promotion féminine avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme de mettre des stratégies visant à réprimer des actions allant dans ce sens. Une réponse judiciaire aux actions sexuelles est envisagée, n'est-ce pas, Mohamed De Camara? On t'écoute. Les violences sexuelles continuent à prendre de l'ampleur dans le pays. Les dernières statistiques de l'OPROGEM estiment qu'il y a eu 149 cas de viol, notamment en 2024. Ces multiples cas de violence amènent les autorités du pays, à travers le ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables, de faire une étude sur la réponse judiciaire aux violences sexuelles. Elle s'inscrit dans le cadre du projet à la protection des enfants et victimes des violences sexuelles. Ce sujet nous interpelle toutes et tous, car il engage la dignité humaine et la protection des droits des victimes, en particulier des femmes et des filles. L'étude ne se limite pas à une simple analyse théorique, mais elle se fonde sur une collecte de données menée de manière participative, impliquant non seulement les professionnels de la justice, mais aussi des acteurs de la société civile. Les actions qui ont été portées comme recommandations seront mises en œuvre pour le bien-être des survivants de viol. L'étude vise à orienter des réformes concrètes en vue d'assurer une meilleure prise en charge des victimes et une répression plus efficace des auteurs, un engagement des autorités du pays. Malgré les progrès réalisés, la réponse judiciaire aux violences sexuelles reste marquée par des défis institutionnels et des dynamiques sociales complexes qui entravent l'accès à la justice pour les survivantes. Il est de notre devoir et de notre responsabilité d'assurer un environnement sûr et sécurisé pour nos compatriotes, notamment pour les femmes et les enfants. Cette rencontre de validation du rapport de l'étude portant analyse des dynamiques sociales et légales de la réponse judiciaire aux violences sexuelles en Guinée, PAPEV, est mise en œuvre par le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme en collaboration avec le ministère de la promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables et d'autres partenaires nationaux et internationaux. Je le disais également en titre, Conakry Ville propre, les citoyens de la capitale adhèrent à cet ambitieux projet du gouvernement et les collectivités locales. L'objectif est de contribuer à la salubrité publique et promouvoir les actions de civisme et de propriété à tous les niveaux. Le point avec Mounir Bari, Alpha Kamara et Lansé Koulibaly. Dans la nouvelle commune urbaine de Kagbeleng, la question de la salubrité publique est un point nodal de la délégation spéciale. Avec l'adhésion totale des populations locales, les rues, carrefours et autres endroits critiques sont débarrassés des ordures pour promouvoir l'hygiène et la salubrité publique. Nous sommes là pour assainir notre quartier et nous voulons rendre le quartier exemplaire, un quartier meilleur et pur et pour notre santé. Je demande à tout le monde de prendre les responsabilités. Nous sommes très contents de l'idée que M. le Président de la République
a initié. C'est pour cela presque il est le parent de cette initiative. Lui-même prend pelle et picasse pour le nettoyage. Donc nous serons exemplaires comme lui. De la cimenterie en passant par Baïloubaya jusqu'au quartier Tobolon, le président de la délégation spéciale en compagnie des populations de sa juridiction était sur plusieurs fronts. L'objectif de cette campagne d'assainissement est de lutter contre l'insalubrité et rendre Conakry propre. Bon, l'assainissement est un problème national. Ça s'inscrit dans la droite ligne avec le projet de Monsieur le Président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui a instruit à tout le pays de faire l'assainissement et que la compétence est en train d'être transférée dans les communes. C'est ce que nous sommes en train d'expérimenter pour le moment. Avec l'engagement du gouvernement et des communes urbaines, la capitale Conakry va au fur et à mesure retrouver son image d'antan. Au-delà de cette vaste opération d'assainissement, une campagne de sensibilisation et d'information sur les notions de citoyenneté est conjointement mise en branle pour un environnement sain susceptible de garantir la santé publique. Religion pour parler de l'église anglicane qui a célébré la nativité du Christ dans la joie et dans l'allégresse à la cathédrale Toussaint de Kaloum. Monseigneur Jacques Boston a présidé la célébration pendant laquelle il a véhiculé le message d'amour et de paix. Noël, c'est la naissance de Jésus. Cette commémoration rappelle aux chrétiens l'amour de Dieu envers les hommes. Les détails avec Marie-Angélique Bangoura. Noël, la nativité du Christ à Bethléem, représente un symbole fort de la foi chrétienne. Il y a 2025 ans, le Christ naquit, comme le prévoyaient déjà les Écritures. L'Église anglicane a également marqué cette commémoration sous le signe de la reconnaissance pour les bienfaits de Dieu et surtout d'avoir apporté son Fils pour sauver les hommes. La joie de Noël n'est pas une conquête de l'homme, du chrétien, du religieux. C'est un don du Seigneur et c'est ce don que Dieu nous donne aujourd'hui. Alléluia. Noël est un cadeau que nous ne méritons pas, parce que Dieu accepte tout simplement de devenir un de nous. Alléluia. Désormais, l'homme vit avec Dieu. Désormais, l'homme est réconcilié avec Dieu. Avec des chants de joie et d'allégresse, les fidèles ont imploré la grâce du Très-Haut. Ici, à la cathédrale Toussaint de Conakry, c'est la joie de revivre Noël sous le signe de l'amour et de l'unité. Je profite de cet instant pour lancer un message de paix à toute la jeunesse guinéenne et à la population guinéenne en général. Parce que nous sommes dans une période un petit peu tendue, une période de transition. Donc j'appelle tout le monde au calme, à la sérénité, à la joie et la quiétude, pour qu'ensemble nous puissions faire quelque chose de positif dans ce pays. C'est pour nous un honneur que les églises nous acceptent de partager avec nous ce moment important. Donc ce que nous voulons, nous apportons, c'est le message de tous les jours, un message de paix, un message de rassemblement, un message de confiance à l'avenir de la Guinée, un message de confiance en la Guinée. Les Guinéens doivent faire confiance à leur pays, les Guinéens doivent croire que nous pouvons sortir de cette situation telle qu'elle est. Mais elle passera par nous, elle passera par le phénomène que l'on essaye de recréer avec Noël, la magie de Noël, croire en l'impossible. Et je suis convaincu que dans toutes les églises de Guinée aujourd'hui, on a prié pour la paix et qu'on a prié aussi pour ce changement d'esprit, ce changement de mentalité de tout le monde pour aller vers une cohésion parfaite et pour une réussite de notre pays. Pour la petite histoire, Marie, une jeune juive et vierge, est fiancée à un homme nommé Joseph dans une ville de Galilée du nom de Nazareth. Elle reçoit la visite de l'ange Gabriel. Celui-ci est le messager de Dieu et lui annonce l'incroyable nouvelle. Elle enfantera le Fils de Dieu. Confiante et disponible, la Vierge Marie accepte le projet de Dieu et met au monde Jésus, dont le nom signifie « Dieu sauve » en hébreu. La venue du Messie, le Sauveur attendu, était déjà annoncé par les prophètes depuis la nuit des temps.
Religion toujours, c'est la mosquée Fofanaya du quartier Simbaya 2 qui a servi de cadre à cette cérémonie de lecture du Saint-Coran. L'objectif est d'implorer la grâce d'Allah pour qu'il bénisse la Guinée. C'est une initiative du mouvement de soutien pour prier pour la paix, l'union et renforcer la foi pour une Guinée émergente. N'est-ce pas, Sona Sagnou? On t'écoute. Le mouvement met tout en œuvre pour la paix et l'unité nationale dans notre pays. À la mosquée Fofanaya du quartier Simbaya 2, le mouvement a organisé une lecture du Saint-Coran pour prier pour la paix et guider les Guinéens et la Guinée vers un avenir prospère. Nous avons organisé la lecture du Saint-Coran pour ce qui s'est passé à Zérékoré. C'était de soutenir ce jeune président Mamadi Doumbouya. On ne pouvait pas rester sans montrer aux parents de ces victimes que nous sommes un d'eux. Ils ont perdu certains, mais d'autres restent. Nous lisons encore le Saint-Coran pour la prospérité de notre pays, la Guinée, pour la prospérité de ses enfants, filles et hommes de la Guinée, pour que la Guinée émerge sur tous les plans et dans tous les sens. Cette cérémonie de lecture du Saint-Coran est l'occasion pour le mouvement de méditer sur les enseignements du Coran et nous rappeler nos devoirs envers notre Créateur et d'appliquer les principes dans notre vie quotidienne. Les organisateurs ne cachent pas également leur soutien aux idéaux du président Mamadi Doumbouya. C'est d'abord remercier le bon Dieu, le Tout-Puissant Miséricorde, qui nous a donné l'opportunité et l'énergie nécessaire de nous retrouver. Et remercier également le collectif des imams de la mosquée El Hadj Fofana et féliciter les organisateurs de ce mouvement. Nous les félicitons, nous les encourageons parce qu'ils parlent de la patrie, ils parlent de notre nation, ils parlent du développement de la Guinée toute entière. Donc nous les remercions et nous les encourageons d'aller dans ce sens parce que la Guinée en a besoin. Implorer la grâce divine sur notre nation et pour le président, c'est l'objectif des organisateurs de cette rencontre. Des grandes actions pour l'intérêt de la patrie sont prévues pour les prochains jours. Culture à présent, le célèbre chorégraphe guinéen Mohamed Kouyaté alias est en Guinée. Il prépare la 3e édition du Festival international J'aime ma culture avec Mikini Business Communication, un événement attendu au mois d'avril à l'espace Guinée Créative de l'hôtel Mariador au Palace. L'objectif est de promouvoir la diplomatie culturelle. Sona Sagnou et Mikini Moussa Kamara. Les préparatifs de la 3e édition du Festival international J'aime ma culture vont bon train. Cette année, cet événement se tiendra à l'espace Guinée Créative de l'hôtel Mariador. L'activité est pilotée par le Centre culturel Griot Mandeng et Mikini Business Communication dans le but de promouvoir la diplomatie culturelle en Guinée. Parce que tout Guinéen qui peut venir en Guinée pour aider la jeunesse guinéenne, depuis j'ai construit un centre culturel ici à Koya. Je n'ai pas construit une maison pour moi, j'ai construit un centre pour donner la population guinéenne, pour la jeune guinéenne. Donc je tends mes bras au gouvernement de venir aider le président de la République, déjà que je le salue, avec tout le gouvernement, de travailler ensemble parce qu'on est là pour développer dans cette terre qu'on aime. Donc, ce festival, il est fait pour tous les Guinéens. Donc, le ministre de la jeunesse, le ministre de tous les ministres, tout le gouvernement, c'est la ministre de la Culture, Moussa Moïse, on le remercie d'ailleurs vraiment le beau travail qu'il fait pour les artistes guinéens. Et je veux partir d'ailleurs de les rencontrer et de parler de ce projet de 2025 qui doit être là pour faire venir le monde entier dans ce pays. Plusieurs célébrités internationales participeront à cette rencontre très attendue. Cette année, le programme Simando 2040 est le thème principal pour expliquer la teneur de ce programme minier à la communauté internationale. Parce que si tu aimes la culture, tu vas obliger aimer ton pays. Parce que sans la culture, on ne peut pas vivre. Et aussi, cet festival doit soutenir aussi
Simandou, parce que c'est un grand projet salutaire et qui doit vraiment donner l'avenir de la jeunesse guinéenne. Et donc, comme c'est la culture qui doit faire tout, et ce festival ne doit pas faire sans soutenir ce projet qui est là pour nous. Et partout où on est guinéen, on doit venir chez nous pour investir, pour faire avancer la jeunesse guinéenne. C'est la commune urbaine de Koya qui a abrité les 2 dernières éditions qui ont connu de véritables succès avec des contenus riches et variés. Faire avancer la jeunesse guinéenne, c'est une très belle initiative. Culture toujours, chaque fin d'année, la famille Sori Kandia Kouyaté se retrouve pour prier et faire des sacrifices pour le repos de l'âme de leur père. Le griot de la Révolution a rendu l'âme un décembre après un concert géant dans la préfecture de Koya, un anniversaire triste célébré autour du Saint-Courant. On regarde ce reportage de Makeme Dozo. La fin d'année est fêtée autrement dans la famille Sori Kandia Kouyaté. Les parents, amis et fans se réunissent autour du Saint-Courant pour le repos de l'âme du griot réconciliateur, décédé le 25 décembre 1977. Les jeunes d'alors se rappellent des messages éducatifs de ce maître d'œuvre. J'étais jeune en ce moment, Sori Kandia était un responsable. Son accoutrement, les messages véhiculés dans ses morceaux, à tout leur sens. Sori Kandia accompagnait les présidents, notamment le feu président Sékou Touré. Ces messages orientaient les jeunes qu'on était à l'époque. Le dimanche 25 décembre 1977, une date sombre gravée dans les mémoires des enfants de Sori Kandia. Cette légende à la voix mélodieuse et au souffle parfait est décédée avec beaucoup d'ambition. À la veille de sa mort, la priorité de Kandia était d'égayer la population de Koya. Une promesse tenue, 3 heures sur scène sans interruption. Après juste ce concert géant, les malaises commencent. Il avait un concert à Koya. Après cette brillante animation, il a commencé à se plaindre de sa poitrine. On lui a envoyé une boîte de lait pour calmer la douleur, mais hélas, avant d'arriver à Conakry, il avait rendu l'âme. 47 ans après sa disparition, la nation guinéenne se souvient encore du talent du fils de Djeli Madi. Un honneur pour la famille Kouyaté de Dalaba. Nous sommes complètement dominés par l'émotion. Par rapport à tous les bons propos que vous venez d'entendre à l'endroit de notre frère, cela ne peut que nous émerveiller davantage. Et je souhaite que le Tout-Puissant lui accorde le paradis. Né en 1933 à Manta, un village de Baudier dans la préfecture de Daba, Ibrahima Sori Kandia Kouyaté ne forçait rien sur scène, car le griotisme est dans les gènes de ce monument de la musique africaine. Il est descendant direct de Bala Faseke Kouyaté, l'illustre djeli du grand Soundiata Keïta, le fondateur de l'Empire du Mali. Sori Kandia a grandi en apprenant par l'oralité l'histoire africaine à travers son père Djeli Madi Kouyaté. Mon père était avec son kondi tout le temps. À chaque fois qu'il arrive à finir de manger vers 19h, il dit « Na, viens t'asseoir à côté de moi, tu vas chanter Malin Sadio pour moi ». Donc il m'apprenait tous à chanter Malin Sadio. Le griot de la Révolution a fait ses preuves en Afrique de 1952 à 1977. Par la force du destin, Sori Kandia a déposé définitivement son micro à l'âge de 44 ans. Mais la qualité de sa discographie le fait renaître dans le cœur de tous les mélomanes qui aiment la musique traditionnelle. Paix à l'âme de l'artiste de la Révolution, Elhadj Ibrahima Sori Kandia Kouyaté. Voilà qui met fin à cette édition d'information à la réalisation Alana Tambaya Conté sous l'œil vigilant de l'équipe technique du jour. Merci de votre attention. Je vous retrouve à 17h, Inch'Allah, pour d'autres informations. Excellente suite de programme à vous et bonsoir.